ça va. Le micro fonctionne. Ça marche aussi. Oui, oui. Ok. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence ce matin. C'est un moment très, très important pour des milliers de gens qui attendent justice au Katanga. Il y a plusieurs mois, j'ai été contacté par des membres de la communauté katangaise qui ont demandé à me rencontrer. Et les conditions de ce contact étaient compliquées, donc nous avons organisé un rendez-vous clandestin dans un pays d'Afrique, dans des chambres d'hôtel avec des prête-noms, pour être sûr que personne ne puisse percevoir ce qui se passait. Et mes amis, parce qu'ils sont devenus amis, m'ont raconté l'immense souffrance de la population katangaise, immense souffrance dans une province dont la ville, Lubumbashi, aurait dû avoir aujourd'hui la même qualité urbanistique que Dubaï, Doha ou Abu Dhabi, tellement cette région est riche et porteuse d'avenir et susceptible de produire beaucoup de choses pour les hommes et les femmes qui y vivent. Et ayant écouté tout ce récit, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un plafond de verre, que, bien entendu, ces personnes n'étaient pas entendues. Donc nous avons entamé ensemble, avec Jean-Pierre, mais aussi de nombreuses autres personnes qui sont avec nous et qui pourraient, en temps normal, être présentes ici, mais qui sont vraiment en danger. Nous avons décidé de collationner tous les éléments d'information dont nous disposions pour voir comment donner plus de force encore à ce travail qui était là. Il faut savoir que ces ONG, ces groupes, ces associations, ces travailleurs ont manifesté, ont fait des réclamations, ont fait des séminaires, ont fait des démarches auprès des ambassades, ça ne bougeait pas. Il s'avère qu'en examinant le dossier, je me suis rendu compte qu'en réalité, plusieurs personnes qui participaient à la prédation sont de la nationalité de mon propre pays, la Belgique. Et cette question n'est pas banale parce qu'un Belge qui circule dans le monde ne peut pas participer ni activement ni passivement, par exemple, à un acte de corruption, et il peut être poursuivi sur le territoire belge, au même titre qu'il ne peut pas participer à des détournements. Et donc nous nous sommes rendus compte que dans un dossier qui a une ampleur sans commune mesure avec tout ce que j'ai vécu, Dieu sait si j'ai vécu déjà beaucoup de choses, et certainement que j'ai croisé des dossiers d'une tragique au niveau de l'être humain, de ce qu'il vit, de ce qu'il a souffert. Ici, on voit une prédation organisée avec l'utilisation de l'appareil d'État, des gens qui vont faire belle-belle à Washington et qui utilisent les pires marchands chinois et libanais dans la région de Kolwezi, et tout ça en catimini, pour procéder à des opérations de prédation. Et Jean-Pierre Mouteba, qui est ici, vous l'expliquera. Donc nous avons travaillé pendant pratiquement 6 mois pour collecter ces informations et rédiger le texte d'une plainte. Cette plainte a été déposée ce matin
entre les mains de Madame Franzen. Pour parler clair, c'est une dénonciation de fait. Et c'est important que ces faits soient dénoncés au parquet fédéral. Ces personnes qui sont visées par cette dénonciation bénéficient bien entendu de la présomption d'innocence, mais en même temps, elles doivent rendre des comptes. Et nous espérons qu'un travail d'enquête va être mené. Ce que nous avons proposé aussi au parquet fédéral, dans la lettre, c'est une liste confidentielle de témoins et de personnes qui sont au cœur de la GECAMIN, au cœur des acteurs miniers du Haut-Lualaba, qui sont au cœur de certaines opérations, qui sont dégoûtés et qui sont prêtes à venir expliquer ce qui se passe et coopérer à la manifestation de la vérité. Derrière ça, vous pouvez vous poser la question de la motivation de ce qui se passe. Je vous avoue que le débat, c'est de savoir qui demain va gouverner le Congo, qui va rester au pouvoir, ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse et qui est pour moi la question majeure, c'est les hommes et les femmes humbles, modestes, dans les villages, dans les mines, les orpailleurs, les artisans, les travailleurs du quotidien, qui sont méprisés aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes ont le droit à une vie meilleure. Il n'y a aucune raison de les maintenir dans cette situation. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, qu'on le sache bien, on ne l'arrêtera pas. Aucune menace ne nous arrêtera. Nous savons ce qui est en jeu derrière ce dossier. Nous savons les moyens financiers dont certains disposent. Nous n'avons pas ces moyens financiers. Je suis retraité. J'ai mon épargne de mon travail d'avocat. Je n'ai jamais cherché l'argent. Je ne le chercherai jamais. Je ne suis pas addict ni à la cocaïne, ni à l'argent. Et donc, je suis là parce que je me sens très proche des citoyens du Katanga en souffrance. Eux ont droit aujourd'hui à la justice. Rien ne doit être lâché pour leur permettre de retrouver une traversée de la vie où ils vivent convenablement, comme papa, comme maman, avec leurs enfants, où ils ont un programme d'éducation, où on veille à leur santé, on donne du sens à leur habitat. Ça, c'est ce qui motive la dénonciation. Et nous ne lâcherons jamais. Je cède la parole à Jean-Pierre, qui vient pour tout le groupe vous parler. Merci beaucoup, Maître Bernard. Jean-Pierre Mouteba, je suis de la société civile de la RDC, parce que j'étais il y a peu coordonnateur adjoint chargé des provinces au niveau du cadre des concertations nationales. Et donc, si nous venons saisir aujourd'hui la justice belge, c'est parce que dans notre pays, plusieurs ONG, plusieurs plateformes, syndicats et autres ont publié plusieurs rapports de dénonciation des faits qui se déroulent dans notre pays. À Kinshasa, vous avez entendu ODEP avec le professeur Florimond Mouteba. Vous avez entendu Crèvetel. Donc il y a des grandes ONG, des ONG qui publient régulièrement, qui dénoncent le train de vie de l'État, par exemple, par rapport à la vie du citoyen congolais dont les 3/4 vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Mais vous avez des députés qui ont 21 000 $, si pas 3 fois plus. Vous avez des ministres qui ont 75, 100 000 $.
Vous avez des présidents de Sénat à 300 000, 500 000 $ pour le Premier ministre. C'est des montants faramineux dans d'autres pays où nous connaissons les salaires de ceux qui gèrent le pays. Mais dans un pays aussi pauvre que la RDC, il y a des gens qui vivent, je dirais, au paradis et d'autres plus nombreux qui vivent en enfer. C'est pour cette question que nous avons dit qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que les rapports qui sortent, ils les lisent, ils entendent parler, mais ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles vis-à-vis de la misère de la population. Ici, ça tombe bien aujourd'hui les 8, parce que 8 jours après 65 ans d'anniversaire d'un pays, moi j'ai 65 ans, le pays est dans une pauvreté inimaginable. Et cette pauvreté est due à la gestion, malheureusement, des politiciens qui préfèrent, n'est-ce pas, vivre comme des pachas, acheter des maisons en Europe, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, mais laisser la population dans la pauvreté, sans infrastructure, sans eau ni électricité. C'est ainsi que nous avons pensé qu'avant le 8 aujourd'hui, ça ne sera pas qu'après le 8. Dorénavant, il faut aussi que chez nous, au lieu de rester se plaindre, de publier les rapports que les gens classent, que nous puissions arriver de plus en plus à rester en justice. Et pas la justice de chez nous qui ne fonctionne pas, aller au-delà pour pouvoir obtenir que les gens puissent changer leur comportement, leur façon de gérer le pays, aujourd'hui et demain. Alors, je vais commencer d'abord par un certain nombre d'éléments. Le premier, ici, nous sommes en Belgique. La Belgique a géré le pays de 1906 à 1960. L'Union minière du Haut-Katanga a produit 4 900 000 tonnes de cuivre à 1200 la tonne, 1200 $. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la RDC a produit 33 millions de tonnes de cuivre. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux construits, il n'y a rien du tout. Je dis bien 65 ans après l'indépendance, 33 millions de tonnes de cuivre. Et aujourd'hui, la tonne est à 9 700, s'il vous plaît. Et donc, on a compris que pendant une certaine période, malgré cette production-là, mais il n'y a rien qui a été fait. Donc, tout va à Kinshasa. Je ne parle pas seulement du Katanga. Toutes les autres provinces qui produisent, tout va à Kinshasa et Kinshasa en fait ce qu'il veut. Comme disait il y a peu le ministre Nicolas Kazadi, s'il y a l'argent, d'abord c'est partageons-nous. Nous réfléchirons après. Et après, c'est vrai qu'ils se partagent. Après, ils réfléchissent. C'est plus arrêter éventuellement ceux qui dénoncent ce qu'ils font. Regardez dans quel pays nous vivons. C'est comme ça, vous avez vu beaucoup de gens qui ont dénoncé, beaucoup de gens commencent à parler. Nous avons pensé qu'il fallait saisir ici en Europe, parce que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ils sont des nationalités belges. Il n'y a pas que la famille, mais il y a aussi tous ce que nous appelons la diaspora, qui est arrivée autour du chef de l'État et qui font des choses pires que ce que vous entendez ici. Chaque jour, c'est soit 600 millions, tel projet 400 millions, tel projet 20 millions. Donc tous ces millions-là disparaissent et viennent malheureusement ici en Belgique et en d'autres pays. Parce que ceux qui gèrent aujourd'hui, ils n'ont pas la nationalité belge. Plutôt la nationalité congolaise, parce qu'elle est une et exclusive. C'est-à-dire quand vous n'avez pas la nationalité congolaise, vous l'avez perdue parce que vous avez choisi une autre nationalité, vous n'êtes plus congolais. Vous êtes belge, vous êtes, je ne sais pas, allemand, vous êtes suisse. Et ce sont ces Allemands-là, ces Européens qui viennent chez nous, qui gèrent, qui pillent nos pays. C'est pour ça que nous sommes venus, pour pouvoir vous en parler ici à la justice des pays dont sont originaires ces gens, parce qu'ils sont aujourd'hui belges, allemands et autres. Alors, les choses dont nous allons parler sont des choses très graves. Donc, j'ai dit qu'ici, il y a beaucoup d'organisations, dont je ne suis que le représentant, qui ont voulu que nous puissions faire, et d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de suivre de partout où ils sont. Et donc, on a chez nous maintenant installé une jungle terrible. Dans le secteur des mines, depuis 2002, on a adopté un code minier. Le code minier de 2002, qui a été pratiquement la Banque mondiale, FMI et autres, qui ont été à la base de ce code minier, qui a remplacé la loi minière de 1981, a permis à ce qu'on ouvre le secteur. Mais quand on a ouvert le secteur, au lieu que ceux qui viennent, investisseurs entre guillemets, aillent dans les sites vierges, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont préféré aller dans les sites appartenant à la GECAMIN, à Sodimico, donc aux entreprises qui existent. Ils vont là-bas,
on crée un partenariat sur 1, 2, 3 gisements de cuivre. Vous dites, je vais amener 80 milliards de dollars ou 30 milliards pour développer ces gisements-là. Moi, j'amène mon gisement, donc là, je camine, mais vous allez vous rendre compte que vous avez 80%, moi j'ai 20%. Les 20 milliards que vous avez dit amener, vous ne les amenez pas. Au contraire, vous prenez les titres de l'EGCAMIN, vous allez avec en banque pour prendre l'argent. Donc vous n'avez vous-même apporté rien du tout, si ce n'est la confiance de la banque. Et ici, vous le savez très bien, il y a, je crois, le droit au WADA qui dit que l'apport peut être en nature ou en numéraire. Quand moi j'apporte en nature, c'est aussi une part. Mais la GECAMIN apporte un gisement de 16 millions de tonnes cuivre, le gisement d'ici commune, 1 600 000 tonnes de cobalt, mais la GECAMIN a 32%, les Chinois ont 68%. Et on nous dit non, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les infrastructures, on va faire ceci, on liste ces infrastructures-là. Les Chinois produisent depuis 10 ans, il n'y a pas grand-chose. Rien que le quart de ce qui a été prévu. Et d'ailleurs, ce qui a été prévu n'a pas été réalisé, mais on a fait d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Mais les Chinois, eux, produisent déjà. Et maintenant, là, on vient revoir le contrat chinois, plutôt on dit, bon, on revoit quand même avec les Chinois, oui, d'accord. On dit non, on obtient 7 milliards au lieu de 3 qui étaient prévus pour les infrastructures, mais on laisse les Chinois dans une exonération jusqu'à l'épuisement du gisement en 2040, et cette valeur, ça va aller 83 milliards de dollars d'exonération, alors qu'on va gagner seulement 7 milliards. Et puis en même temps, on paye les jetons de présence de ceux qui sont allés censés négocier, 30 millions de dollars. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Chez nous, on ne discute qu'en termes de millions, si pas des milliards. Et ces milliards disparaissent parce qu'on dit, partageons d'abord, nous allons voir après, ou nous allons réfléchir après. Voilà ce qui se passe. Et donc, au lieu d'aller dans les sites vierges, les gens sont allés dans les sites qui appartenaient à la GECAMIN. Ils ont signé des contrats que nous avons appelés léonins, c'est-à-dire les contrats qui étaient déséquilibrés dès le départ. Nous avons poussé le gouvernement à faire une révision des contrats en 2008. Ça n'a pas marché parce qu'ils étaient en même temps... Bon, bref, ça n'a pas marché. Alors nous avons pensé qu'avec cette alternance que nous avons souhaitée, parce qu'il y en a parmi nous qui ont fait la prison, moi j'étais à Cassapa pendant un temps, pour qu'il y ait alternance. Mais après l'alternance, le pouvoir en place n'a pas amené ces entreprises à la révision. Au contraire, c'est plus de la corruption, plus la nomination des gens qui n'ont aucune maîtrise dans les mines, qui malheureusement ne travaillent pas pour le pays. Voilà un peu ce qui se passe dans notre pays par rapport à... Donc nous avons des problèmes. Et ces problèmes-là, je crois, maintenant, il faut que la communauté nous aide à résoudre un certain nombre de problèmes, notamment ce qui concerne les mines particulièrement. Alors, vous avez dans les mines, par exemple, de la GECAMIN a 18 partenariats. Ça, c'est le DG de la GECAMIN qui a déclaré dans une réunion il y a peu. 18 partenariats GECAMIN en production. La GECAMIN a signé un rapport, plutôt un contrat avec ces entreprises. Vous nous donnez notre part de production, nous allons vendre nous-mêmes. Mais les DG disent sur 18, 2 seulement donnent, 16 ne donnent pas. Et les 2, c'est Sikomin et Tenke-Fungurume Mining. Les 16 autres ne donnent pas à la GECAMIN. Alors, quand les agents GECAMIN, les directeurs vont à ces entreprises pour demander pourquoi vous ne donnez pas, ces Chinois-là disent non, nous traitons directement avec le gouvernement. C'est ce qu'on m'a demandé, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une structure parallèle qui prend toute la production GECAMIN que les partenaires font dans les 16 entreprises et cette structure vend. Certainement pas pour le compte du pays, pour le compte des individus. Ce sont ces individus-là dont fait l'objet de la dénonciation ce jour. C'est-à-dire ceci, l'année dernière, nous avons fait 3 millions de tonnes cuivre. L'année d'avant, 2 800 000. Donc les 2 années, on a fait 6 millions de tonnes cuivre en 2 ans. Et la GECAMIN et ses partenaires, dans les 6 millions, ils ont à peu près 3 millions de tonnes. Donc la GECAMIN, à elle seule, devait avoir plus ou moins 600 000 tonnes. Les 20% qu'elle a dans toutes ces entreprises-là, mais additionné, ça pouvait faire 300 millions, 600 millions de tonnes. Mais la GECAMIN a quoi? Ils vont te dire, non, notre budget annuel, c'est 200 millions. Mais quand vous avez 600 000 tonnes pour 9 000 $ la tonne,
Vous voyez ce que ça fait? C'est des milliards de dollars. Mais au lieu d'entrer dans la caisse de la Gécamine, entre plutôt dans les poches des individus avec lesquels ces entreprises traitent au lieu de traiter avec la Gécamine. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez en Colosie, la Gécamine, en fait, en son temps. La Gécamine, c'est l'entreprise, je crois, au monde, ici. Les minerais du Katanga, c'est dans les 12% en naturel, de cuivre et cobalt. Et donc, quand nous travaillons avec les méthodes d'exploitation, de récupération, on en arrive à 2-3% qu'on met en nature. Et là, nous mettons dans des remblais, ce qui s'appelle des remblais de pauvres. En fait, ce que nous avons en RDC comme pauvres, c'est ce que les Chiliens ont comme riches. C'est-à-dire que nous avons des minéraux qui sont riches. Alors quand on les traite, c'est qu'il y a qui restent pauvres à 2%, 3%, on met ça dans les remblais. Ce sont des remblais, ce sont des grandes montagnes, les big hills, n'est-ce pas, qu'on a mis pour l'avenir. Mais maintenant, les gens qui viennent, ils prennent ces remblais-là. Ils vont à la Gécamine, non, moi je vais prendre le remblai B, mais je vais prendre le remblai A, je vais prendre le remblai C. Contrat avec la Gécamine. On ne paye pas la Gécamine parce que celui qui vient demander, il a des relations avec la famille, il est dans la famille. Il prend le remblai, il va chercher son chinois, le chinois commence à travailler pour lui. Et quand on évalue tous ces remblais, pour ce qui est seulement de Colosie, on est à 400 milliards de dollars. 400 milliards, je ne dis pas que c'est des milliards que vous voyez, non. C'est-à-dire que dans chaque remblai, il y a une évaluation de son contenu que la Gécamine a. C'est dans la remblai B4, nous avons 90 millions de tonnes. C'est-à-dire dans les 90 millions de tonnes qui sont là, nous allons les traiter. Quand nous les traitons, avec la méthode que nous avons, avec le taux de récupération de 50-60%, nous allons avoir 50 000 tonnes de cuivre, des cathodes de cuivre. Alors quand on mélange tous ces remblais, là, par rapport à leur contenu, aux méthodes de traitement, on va trouver que ça fait 29 millions de tonnes de cuivre qui devaient être produits avec ces remblais, que les Chinois prennent avec qui? Avec les membres de la famille. C'est ce qui se passe. Ce sont des différents remblais, remblai B4, remblai Kafouloué, remblai Kamilomboé. Tous ces remblais-là que la Gécamine avait mis comme étant des réserves pauvres en minerais, ce sont ces remblais qui font l'objet aujourd'hui de reprises, non pas par la Gécamine, mais plutôt par des personnes qui viennent avec leur qualité, des Chinois gardés par des gardes républicaines pour prendre ces remblais. Ils le prennent, ils les traitent, ils les vendent pour compte de ceux qui les ont pris. C'est comme ça qu'on va dire qu'il y a des listes de gens avec des remblais. Remblai tel, c'est tel qui fait. Remblai tel. Et ces gens ne se cachent pas. Ils le font au vu et au su de tout le monde. Et les documents existent. C'est comme ça qu'il a dit, nous avons pris le temps, c'est pour rassembler tous ces matériaux, rassembler toutes ces preuves et les déposer auprès du procureur de manière à ce que la vérité éclate au grand jour et que ceux qui font des choses comme ça puissent arrêter de le faire et que cela profite à tous les pays plutôt qu'à des groupes d'individus. Donc voilà ce qui se passe avec les remblais. Donc ici, ce sont des remblais pauvres. Pauvres en RDC ou à la Gécamine, c'est du 2, 3, 4%, parfois 5%. Que la Gécamine plaçait à gauche, à droite, autour des remblais riches que la Gécamine exploitait. Ce sont ces remblais-là qui font l'objet aujourd'hui de cette prédation et qui valent des milliards de dollars si on sort par les méthodes actuelles de traitement ce qu'il y a dedans dans ces remblais. Et quand vous allez à Colosie, par exemple à Comidé, c'est des gisements qui appartiennent au groupe RG, un groupe kazakh. Quand vous allez à RG, vous allez trouver 1000 camions qui sortent par jour. Et qui sortent pour qui? Pour les personnes pour lesquelles nous portons plainte aujourd'hui. Et ils sont là, ils vivent là, ils sortent ces remblais. Et donc, ça ne se cache pas. Quand vous allez, je crois ceux qui ont été aujourd'hui, vous allez remarquer que ce mouvement-là, il est incessant. Et l'entreprise ne peut même pas lever son petit doigt. Parce que ceux qui font... D'ailleurs, il y a peu, le ministre national de l'Intérieur, Jasmin Chaban, il était au Katanga, il est allé dans un gisement avec le PDG, le DG de la Gécamine, pour aller faire ceci. Mais il y a des gens qui ont refoulé le ministre. Il est sorti, il est rentré.
Il est rentré sur Kinshasa pour revenir une semaine après. Parce que ceux qui sont là, ils sont plus forts que le ministre. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des ordres non pas de quelqu'un qui est le ministre de l'Intérieur, mais plutôt de plus haut que le ministre. Et ça s'est fait au Katanga. Il n'y a pas longtemps, c'est au mois de février. Donc c'est des choses que nous vivons, des choses que nous voyons, des choses auxquelles nous ne savons rien faire, mais que nous ne pouvons que dénoncer. Et dénoncer dans les juridictions en RDC, je vous dis, c'est comme si vous ne faites rien. À la rigueur, c'est vous qui dénoncez qu'on arrête. Et c'est ça qui se passe chez nous. Alors, donc c'est des problèmes. Donc c'est des problèmes que nous avons. Et d'ailleurs, ici, j'ai dit qu'il y a beaucoup de rapports. Si vous allez dans les sites, vous cherchez ODEP, vous allez voir qu'il y a énormément de rapports qui sortent, mais auxquels les institutions ne répondent pas. Parce que justement, la justice chez nous, si elle existe seulement pas pour les petits peuples, pas pour les ONG qui dénoncent. Parce que nous essayons de faire des efforts sur place. Et nous les dénonçons. J'étais à Kin dernièrement, dans toutes les chaînes de télévision, c'est eux qui m'ont invité, les journalistes, pour que je parle. J'ai parlé, j'ai dit non, il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez les trucs de Dan Jettler, je ne sais pas si vous le savez. Dan Jettler, c'est des trucs qui avaient été signés avant que le président actuel soit au pouvoir. Moi, j'avais dénoncé en son temps, j'avais perdu mon emploi il y a un temps à cause de ça. Je dis, mais il y a des problèmes avec Dan Jettler. À Ichiel, on prend les royalties Gécamine, on donne à Dan Jettler. Contre quoi? Il y avait 198 millions de dollars des IOA. Ils prêtent 198 millions et puis on signe, on commence à payer avec les royalties. Les royalties Gécamine, jusqu'à l'épuisement des gisements des KCC, les gisements des métalcols, les gisements en 2050, ça fera plus de 6 milliards de dollars. Et Dan Jettler continue. Donc chaque jour qui passe, 166 000 dollars de la Gécamine sont versés à Dan Jettler, selon des contrats plus ou moins flous. Mais c'est des choses, on dit, nous, la société civile, la coalition, le Congo n'est pas à vendre, avait dénoncé ça. Ils sont même venus ici à Bruxelles pour dire, voilà des choses qui ne marchent pas. Donc c'est l'argent qui doit venir au pays pour faire ceci, mais on donne à Dan Jettler 166 000 dollars par jour pour le contrat de ceci, pour les royalties Gécamine. C'est des dossiers qui existent pour lesquels Dan avait été sanctionné, notamment aux États-Unis. Mais le président actuel a écrit à Joe Biden pour dire non, vous pouvez lever les sanctions vis-à-vis des Dan. Qu'est-ce que nous avons reçu en définitive? Rien du tout. Et vous regardez tous ces contrats qu'il signe, des contrats pires que le contrat initial que nous avions dénoncé en son temps. Et donc nous sommes obligés encore de dénoncer les contrats aujourd'hui de Dan Jettler, qui a été signé par le chef de l'État actuel, le contrat des 6 communes, ce qu'on appelle l'avenant 5, signé pour ces communes. Ce sont des trucs qui sont encore pires que les contrats initiaux qui avaient été signés par le président précédent ou par ce régime-là et que nous avions dénoncés en son temps. Et donc, c'est des choses qui arrivent chez nous, pour lesquelles nous pensons qu'il faudrait que, après que nous ayons épuisé et l'énergie et au niveau du pays, que nous puissions voir si, au niveau international, on peut nous aider à régler de telles questions, à neutraliser des réseaux, parce qu'on les a appelés dans le rapport de l'ONU en 2003, des réseaux mafieux, qui sont en même temps nationaux ou aussi internationaux. Ce sont ces réseaux-là qu'il faut neutraliser en RDC pour que le pays puisse jouer effectivement son rôle en Afrique centrale, pour que le pays soit les locomotives de l'Afrique centrale en termes de développement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que c'est mal géré, c'est mal ceci. Et ça doit être corrigé le plus tôt. Donc je voulais aussi parler de ça pour dire, voilà. Donc nous avons ce problème, c'est un problème sérieux. La justice, nous avons saisi la justice. Vous suivez tout le temps en RDC, on saisit la justice. Par exemple, nous avons connu un cas dans la famille. Un de nos petits frères avait été, on l'avait tué à Kolwezi, dans une histoire aux délinquants, on a ramassé les gens comme ça dans la ville. Bon, nous sommes allés au tribunal, on nous a dit non, écoutez. Mais après, le tribunal vous demande d'abord l'argent. Nous qui avons perdu, qui avons besoin que l'État puisse reconnaître et indemniser la famille, le gouverneur a dit non, je vais faire et tout. On ne fait rien parce qu'on est pauvre. Donc les enfants des autres sont censés soit aller à la guerre, soit être tués. Mais c'est leurs enfants sont censés plutôt s'enrichir au détriment de toute la population. Je crois que c'est des choses qu'on doit dénoncer. Donc c'est des choses comme ça que nous disons, à partir de maintenant, au lieu de rester enfermés dans cette justice à deux vitesses, nous allons plutôt sortir pour les cas où nous pouvons trouver des avocats courageux qui peuvent nous entraîner dans
la justice réelle pour que nous puissions trouver des juges capables de dire le droit pour que la population, la communauté, ceux qui n'ont pas la parole ailleurs puissent trouver, n'est-ce pas, des résultats ici. C'est ce qui nous a motivés, nous, avec toutes les ONG qui sont derrière nous, pour venir jusqu'en Belgique, pour pouvoir parler de cela, pour pouvoir vous expliquer et que ici, les médias puissent diffuser à travers le monde cela, mais aussi que la justice ici puisse nous aider à ce que ceux qui vivent chez nous ne puissent pas continuer à vivre dans la peur, ne puissent pas continuer à vivre en dénonçant sans résultat, mais qu'ils puissent aussi trouver des solutions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On délocalise les gens le matin sans les payer, ou on les paye très peu. Nous sommes à Kolwezi, ici, je crois que j'en ai parlé là. On doit déplacer la ville d'Akolwezi parce que c'est dans le polygone minier de l'Union minière. Mais il y a des quartiers qui sont là, que la GECAMIN avait construite et l'Union minière, qu'on doit délocaliser. Mais pour la délocalisation, il y a des normes. On ne suit aucune norme. On déloge les gens le matin, on fait ceci, et les miniers entrent, commencent à exploiter sans indemnisation. La GECAMIN, vous l'avez appris, à un moment, on a sorti 10 655 travailleurs de la GECAMIN dans l'opération départ volontaire. Ces gens-là n'avaient pas été payés comme il faut, jusqu'aujourd'hui. La GECAMIN, aujourd'hui, elle ne respecte ni le code du travail, ni les conventions collectives. On peut sortir 400-500 personnes, on dit non retraite, on ne paye rien. On peut licencier des gars 2-3 ans après, on ne paye pas. Pourquoi? Parce que l'argent de la GECAMIN, c'est des ponctions financières. Chaque fois, l'argent entre. Le soir, l'argent part là où il doit aller pour faire autre chose. Et donc, c'est cela que nous vivons tous les jours. Et les remblais, là, que les gens, les 10 500 travailleurs avaient mis de côté, parce que c'est eux qui ont produit les remblais, au lieu qu'on vende même ces remblais-là, par exemple, si ces remblais produisent, pour payer ces gens-là, par exemple, ces retraités qui partent, qui ont travaillé après 60, maintenant il y en a qui ont 70 ans, 72 ans, qui continuent à travailler. Quand on dit, bon, tu vas en retraite, on ne paye pas. Mais les remblais qu'il a lui produit, on vend. Et qui vend? Les Belges. C'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais que nous puissions nous regarder en face pour dire 65 ans après, il faut que les gens changent. Il ne faut pas que tout l'argent aille à Kinshasa pour les institutions. 80% des recettes de la RDC, ils vont à Kin où les gens s'amusent avec des salaires faramineux, mais et que dans les provinces, les députés provinciaux, il y en a qui ont 20 mois sans être payés dans certaines provinces du pays. Les administrateurs du territoire, 32 mois sans être payés. Donc il y a des gens qui traînent en province sans être payés, mais tout va à Kinshasa où les gens se donnent des salaires je crois que ce n'est même pas des salaires. Parce que quand quelqu'un a 2 millions de dollars par mois, je crois que c'est quand même, au pire, c'est quand même, c'est incroyable, c'est inimaginable. Lisez le rapport, vous allez voir dans tous les rapports, il y a des ONG qui documentent. Nous sommes dans les mines, mais il y a des ONG qui documentent toutes ces questions tous les jours. Ça ne change rien du tout. Au contraire, on nous dit, mais si toi, on te met député et qu'on te donnait 21 000, est-ce que tu vas refuser? Mais quand l'enseignant à côté, il n'a que 100 $, toi, tu as 21 000, lui, il a 100. Le militaire que vous envoyez au front, quand vous lui ajoutez un peu, il passe à 150 $, vous dites que c'est bon. Mais vous avez combien? Et vous allez voir un PDG d'une entreprise, ce qui n'était pas le cas dans le temps, il a en même temps la GECAMIN, il a en même temps dans 4-5 entreprises, administrateurs à gauche, à droite. Donc à la fin du mois, un DG d'une entreprise qui ne produit plus comme la GECAMIN, il a 200 000 $, parce qu'il en a dans plusieurs entreprises. Mais c'est quel pays? Ce n'est pas un pays. C'est de ça qu'il s'agit. Nos frères là, ils savent que ça ne va pas. Et au lieu de se regarder, de dire qu'est-ce qu'on fait, mais on ne veut pas entendre surtout les ONG, surtout la population congolaise. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je voulais vous dire que c'est vraiment la main au cœur que nous sommes venus pour porter plainte. Parce que nous sommes battus pour qu'il y ait démocratie chez nous. Il y en a parmi nous à la société civile qui ont fait la prison, dont moi-même. Mais malheureusement, nous comprenons que la démocratie, c'est aussi que les droits de chacun soient respectés. Que l'eau, que l'électricité soient données à tous. Que le salaire soit décent. Que les gens trouvent aussi de quoi manger. Mais plutôt que la pauvreté continue, personne n'a quelque chose, sauf ceux qui sont en haut. C'est comme ça qu'ils disent tous les jours. Le pays va rester indivisible. Moi, je leur dis, le pays est déjà divisé. Parce qu'il y en a ceux qui mangent plusieurs fois par jour et ceux qui ne mangent pas, ou qui mangent à peine, ou qui ne vivent pas. Et ça, le pays est déjà divisé entre ceux qui mangent et ceux qui dorment affamés. Et nous pensons qu'avant le 8, aujourd'hui, ça ne sera pas après le 8.
nous allons interpeller la communauté internationale pour que chez nous, les choses changent et changent dans le sens de l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie. Oui. Il le mérite bien, et tous ceux qui sont derrière lui le méritent bien, parce qu'il faut être vachement courageux. Je ne veux pas vous parler ici, mais il y a derrière tout ça aussi un appareil répressif terrible qui joue à plein pour permettre cette exploitation et cet enrichissement indu. J'ai un ami avocat qui m'a dit un jour cette phrase terrible. Il m'a dit, mais tu sais Bernard, comme Africain, je me demande parfois si on ne devrait pas dire pause sur la production dans le domaine minier. Parce que nous, on le gère tellement mal, on fait tellement de mal autour de nous, qu'il vaut mieux garder tout ça et permettre un jour à nos enfants qui auront réappris les voies de la sagesse, la façon avec laquelle on peut construire cette richesse qui est tombée sur nous et qui est aussi la base de la damnation. Moi, j'ai été frappé aussi dans le dossier parce que tous les droits sociaux qui ont été longuement construits dans le dialogue social entre la direction des mines, et notamment historiquement la direction de la GECAMINE et les organisations syndicales, avec une base de conventions collectives, de droits sociaux. C'est une société historiquement quasi-industrielle qui existait, où il y avait moyen de structurer le dialogue social et de faire progresser massivement le bien-être des travailleurs. Eh bien, tous ces droits sociaux sont en train d'être complètement détruits. Les récits que j'ai reçus sont terribles. Des personnes qui ont un accident du travail, historiquement, il y avait des obligations en cas d'accident de travail. Ces obligations ne sont plus respectées. Ils vivent dans la misère. Je voudrais aussi vous dire que dans cette exploitation honteuse de la situation, vous avez une crise écologique majeure qui est en train de se produire. Il y a des villages entiers qui sont touchés par la pollution parce que des salopards sont en train de s'empiffrer et de se remplir les poches en exploitant l'activité minière sans même prendre en compte les obligations élémentaires en matière d'environnement, de santé et de sécurité, mettant en danger des populations entières. Vous avez aussi entendu ce qui vous a été expliqué. Cette affaire des Remblais est un scandale incroyable, puisque, au fond, si vous êtes bien avec la famille, c'est ça qui se passe. Vous négociez et puis on vous octroie pour des prix symboliques des Remblais qui valent des sommes considérables, qui donnent le tournis. Nous sommes l'euro million, c'est rien par rapport à ce qui se passe là. Et puis, les gens payent des sommes symboliques, ils l'exploitent et ils le sous-traitent directement avec des gens dont on ne connaît pas la moralité, l'identité. Simplement, ils ramènent l'argent entre les mains de leurs commanditaires, ils payent le prix. Et je ne parle pas, parce que c'est la partie coupe réglée à travers le scandale des Remblais, mais je ne parle pas des sous-traitances. La prise en main des sous-traitances est considérable. Derrière ça, il y a eu l'opération de prise de contrôle de la GECAMINE, qui est le navire amiral dans le domaine minier du secteur chez vous au Katanga. Et donc, je crois, il faut que ça cesse. Si
demain, d'abord, il faut que ça cesse dans mon pays. On ne peut pas garder les yeux fermés sur une délinquance de cette ampleur. Et on ne peut pas se positionner dans des accolades fraternelles avec des gens qui sont fondamentalement opérateurs de crimes au préjudice de populations entières. Et comme Belge, je pense que là, il y a un enjeu décisif pour la dignité de mon pays. Il faut oser regarder la réalité. Qu'est-ce qui intéresse les gens en Belgique? Un contrat minier ou le bien-être en profondeur de chaque être humain qui vit à Lubumbashi, à Kolwezi, dans les villages environnants. C'est ça le choix. La vraie balkanisation, c'est celle qui divise ceux qui bouffent, ceux qui s'enrichissent et ceux qui crèvent. Il y a des choix qui ne sont pas des choix de salon, qui ne sont pas des choix que l'on fait dans une réception d'ambassade entre deux petits fours. Ces choix-là, ce sont des choix d'engagement radical comme être humain. Quand je vois Jean-Pierre, quand je vois ses amis, qui pendant des années crèvent à organiser des manifestations, moi j'aimerais bien qu'un jour, un homme politique belge dise « Je vais manifester avec vous. Je vais à Lubumbashi. Je ne suis pas là pour faire une réception d'ambassade. Je vais près de vous. Je vais écouter les mineurs. Je vais écouter les orpailleurs. J'aimerais bien qu'un jour, un mandat d'arrêt soit délivré contre des personnes de mon pays qui sont en train de participer à un pillage. Une nationalité, Dieu sait si le débat de nationalité est en cours partout dans le monde. Une nationalité, c'est une identité forte qui fait qu'on a un devoir de civisme. Si je suis dans un pays qui condamne la corruption, je dois l'assumer. Et si je rentre dans mon pays parce qu'un membre de ma famille accède aux plus hautes fonctions, comme homme, je bénéficie évidemment de l'avantage de cette relation, mais j'ai aussi le devoir de ne pas m'adonner à la corruption et au détournement. Quand je rentre dans mon pays, quand je quitte mon pays, la Belgique, et que je rentre au Congo, et que je dirige une organisation comme la DEMIAP, oui, je ne peux pas torturer. Oui, je ne peux pas séquestrer. Oui, je ne peux pas maintenir un prisonnier dans des conditions inhumaines et dégradantes. Je me souviens, le monde n'a pas le sens de l'histoire. Un jour, Mandela est arrivé au Burundi. Il a été rendre visite au président Buyoya. Et il a demandé à Buyoya d'aller voir la prison à Bujumbura. Et puis, il s'est retrouvé à une conférence de presse avec Buyoya à l'aéroport. Et il a dit à Buyoya, « Monsieur Buyoya, moi, j'ai vécu un paquet d'années en prison. La façon avec laquelle vous traitez vos prisonniers, c'est le début de votre dignité. Alors, vous savez, moi j'aimerais bien aujourd'hui me rendre à Makala. J'aimerais bien aujourd'hui me rendre dans les prisons où il y a des Katangais qui sont prisonniers et qui souffrent, qui sont en train de crever, et voir avec eux les conditions dans lesquelles leur position peut être améliorée.
Et j'aimerais bien que le gouvernement belge se saisisse de ces questions et améliore le statut humble, modeste d'un prisonnier dans une prison. Le statut humble, modeste d'une personne qui, à Kolwezi, souffre de la pollution de sa rivière. Les conditions dans lesquelles les travailleurs voient le respect des conventions collectives de travail, et Dieu sait si on a vanté le fait que le modèle de partenariat social a été implanté à travers la GECAMIN en son temps. Et j'aimerais que les criminels qui sont dans une position mafieuse, protégés dans le système congolais, parce que, et comme toute situation de mafia, l'affaiblissement de l'État, la prise de contrôle par les groupes délinquants, de l'appareil judiciaire, de l'appareil policier, de l'appareil militaire. Nous savons que c'est comme ça. Chaque fois que les fonctions régaliennes sont en perte de vitesse, chaque fois que le service public diminue, la capacité de délinquance augmente. Eh bien, et nous vivons la réalité au Katanga d'une structure d'État affaiblie et en plus gangrénée par tous les réseaux où on implante les gens à soi. Regardez la politique de nomination à l'intérieur de la GECAMIN. Eh bien oui, moi j'aimerais bien qu'un jour, un juge, un procureur, ouvre une instruction, ouvre une information sérieuse et qu'on délivre des mandats d'arrêt. Et qu'on enquête effectivement sur les opérations de blanchiment. Parce que quelqu'un qui profite de la cession des remblais dans le cadre d'une opération de corruption et qui replace cet argent dans des achats luxueux à Dubaï, à Bruxelles ou ailleurs, eh bien, il fait du blanchiment. Il est temps de se réveiller et d'arrêter de porter un regard, j'allais dire, complaisant pour soi-même sur la réalité, la tragédie que vit le peuple congolais. Et si on fait ce travail en profondeur, en repensant la question des crimes qui sont commis, alors effectivement, il y aura un après 7 juillet et on pourra avancer. Merci. Je voulais terminer par la sous-traitance, parce qu'il en a parlé. En fait, la sous-traitance dans les secteurs miniers cuivre-cobalt, c'est-à-dire au Katanga, c'est 10 milliards de dollars par an. C'est-à-dire 10 milliards de dollars par an, rien que la sous-traitance. Et cette sous-traitance, comme d'ailleurs l'autre secteur, c'est toujours les hommes politiques qui ont la prédation sur ces sous-traitances. Parce que c'est eux qui peuvent, c'est eux qui vont. Il est député à Kin, il est ministre national, il a une sous-traitance dans le transport, par exemple à Kamoa ou ailleurs. Et donc, la petite population là, même ceux qui sont, parce que la sous-traitance n'a pas commencé aujourd'hui. La sous-traitance a commencé avec l'union minière. À Kolwezi, nous avions les Kakwata, les Kalukuta, les Lumuna et les autres, les Mbunji et autres, ils étaient des sous-traitants de la GECAMIN en son temps. Mais aujourd'hui, la sous-traitance, elle est à Kinshasa. Ce sont des gares de Matadi, ou plutôt des entreprises un peu écrans qu'on a créées. C'est eux qui ont la sous-traitance dans les secteurs des mines, dans les 10 milliards. Donc non seulement ils se partagent les salaires avec tout ce qu'on fait comme recette, mais ils viennent encore arracher la sous-traitance à la communauté locale. Et donc, c'est des questions qui reviennent. Il a parlé ici des Chinois. Les Chinois, ils ne payent pas des salaires. Un Chinois, c'est à peine 80 $, 100 $. L'État étant failli, comme il dit, l'État ne suit pas. Ils ne sont pas obligés de signer des conventions collectives, ni d'organiser des élections syndicales. Ils payent à peine les gens qui sont dans leurs entreprises. Ils ne respectent aucune condition, ni les conditions des... Non, les Chinois, eux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils travaillent. Et donc, c'est des questions sur lesquelles je crois que nous devons revenir. C'est comme ça que nous, à la société civile, que ce soit à Kinshasa et partout, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Mais pas un dialogue politique où les politiciens vont remplacer, certains remplacent d'autres, mais plutôt un dialogue économique pour qu'on se regarde qu'est-ce qu'on a fait depuis 65 ans.
de tout ce que les Belges ont laissé au pays, de toutes ces entreprises. Mobutu a nationalisé les entreprises, la Société nationale d'électricité, tous les pays. Mais est-ce que nous avons des capacités pour gérer une société qui est dans 26 provinces? Peut-être non. Pourquoi ne pas remettre les Sogefort, les sociétés qui existaient, qui avaient leur barrage, qui distribuaient? Mais on en fait une société nationale pour avoir la fierté d'avoir une société nationale dont personne n'est capable de gérer. La distribution de l'eau, la même chose, la régie des eaux. Elle, c'est tout l'ensemble du pays, 145 territoires, 26 provinces, une seule société qui est gérée à Kinshasa. Ne fût-ce que pour avoir une rame de papier, n'est-ce pas, à 10 lolo, il faut que le gars qui est à Kin à 2000 km puisse décider. Mais c'est des choses graves dans un pays aussi vaste qu'un demi-continent. Donc il faudrait réfléchir. C'est comme ça qu'on s'est dit, si dialogue il y a, parce que ce sont les politiciens qui ont, je sais que les amis réclament, mais nous, c'est un dialogue réellement économique. Dire-nous qu'est-ce que nous avons fait de ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous avons fait de cette bénédiction que nous n'avons pas méritée, mais que nous gérons très mal. C'est de ça qu'il s'agit pour nous. C'est-à-dire nous devons aller vers des solutions. Nous avons vécu cette situation. Il ne faut pas que nos enfants et nos petits-enfants revivent encore cette situation à cause des prédateurs qui sont généralement à Kinshasa et aujourd'hui qui viennent parce qu'ils voulaient vivre mieux dans des pays étrangers. Ils ont pris la nationalité après avoir vécu ça, mais ils reviennent encore pour piller les peu qui est encore au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de choses qui se font chez nous. On déforce même le code minier. J'ai parlé du code minier qu'on a revu en 2018. On déforce le code minier. Alors que le code minier prévoit la redevance minière répartie à Kinshasa, à Lubumbashi, dans les entités, 15%, 25% et ainsi, mais on prend une autre loi sans changer le code minier. Et cette loi-là modifie on crée ce qu'on appelle FONAREV, qui n'a rien à voir avec les mines. Fonds pour les réparations des violences, des victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce que ça a à voir avec les mines? Rien du tout. Mais le FONAREV, là, 11% de la redevance minière. Ça vous fait 500 millions de dollars là. Et cet argent est géré comment? De manière opaque. Parce que les victimes, on ne les connaît pas, on ne les voit pas, mais l'argent, lui, disparaît. Mais on a créé les fonds miniers pour les générations futures dans les codes miniers de 2018. Mais les fonds miniers, aujourd'hui, l'argent, on voulait prendre, je ne sais pas combien de millions pour financer un concert de musique à Paris. Dans les fonds miniers pour les générations futures, s'il vous plaît. Les mines ne sont pas inépuisables. Ils vont s'épuiser bientôt. Et quand ils vont s'épuiser, qu'est-ce qui va rester? Des trous, de ceci et de cela. Rien d'autre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait ce débat-là, un débat sérieux, pas avec des gens qui vont insulter les autres à longueur de journée, qui vont traiter les autres de ceci, de cela. Ce n'est pas de ça qu'on veut. On veut des gens sérieux qui se mettent autour d'une table pour discuter. 65 ans, c'est beaucoup. C'est la retraite. Il a dit, à 65 ans, on prend sa retraite. Mais comment on va prendre sa retraite quand on laisse aux enfants quoi? Rien du tout. Et quand ceux qui prennent la retraite à la Gécamine, qu'on met à la retraite, on ne paye même pas. On leur dit, restez chez vous, quand on aura l'argent, on va vous payer. Alors que l'argent sort par les remblais, par ceci, par la production des partenaires, mais ceux qui ont produit ces remblais-là, eux sortent sans rien. C'est-à-dire, ils sortent après avoir travaillé pour mettre en place ces remblais. Donc c'est des questions comme ça que je pense que pour nous, il faut que ça arrive à être discuté. Nous avons, nous, le société civil dit, les 0,3% là. 0,3%, ce sont les gens de TFM avec Freeport McMoran. Ils ont mis en place un truc de 0,3% du chiffre d'affaires net pour la communauté. Mais vous savez, on a mis ça dans les codes miniers généralisés pour toutes les entreprises. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Kinshasa a nommé des gens pour gérer les 0,3% au niveau des entités. Des gens qui restent dans des hôtels, qui font ceci. Et cet argent disparaît, on ne voit rien du tout. C'est comme l'Union minière a laissé des villes. Mais l'Union minière a construit. Mais après l'Union minière, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Même à Kolwezi, où on dit le capital mondial du cobalt, allez, il y a des quartiers où il n'y a pas d'eau, alors que l'eau est à 30 mètres dans le fleuve. Et donc, nous avons des problèmes. Et comme il a dit, il faut peut-être qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'abord d'exploiter les mines, qu'on arrête d'abord, qu'on va voir après? Parce qu'il n'y a rien qui marche. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous voulons que ceci soit une interpellation aussi bien à la communauté internationale à travers cette dénonciation, mais aussi bien à la communauté nationale pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'un jour qu'on arrête d'abord pour réfléchir sur ce qu'on va faire. Mais il y a des gens qui viennent pour le lithium. Hein.
les Américains vont venir alors que les Chinois sont déjà là-bas. On n'a pas encore dégagé les Chinois. Bon, nous savons comment nous allons les dégager parce qu'ils n'ont rien investi pour la plupart. Ils ont pris les titres Gécamine et puis ils sont venus et puis ils ont fait. Et puis ils ont pris déjà tout leur argent parce qu'en fait, même en faisant cela, ils ont pris avec intérêt. Donc aujourd'hui, c'est de mettre les Chinois autour d'une table pour leur dire, vous avez apporté quoi? Nous avons apporté ceci. Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné ceci. Et si vous avez gagné déjà ceci, votre part est déjà terminée. Vous restez avec 10%, 20%, nous allons 80%. Parce que c'est cela où nous devons aller. C'est ça la révision des contrats qui doit se faire. Mais il faut se faire tous ensemble comme une seule personne, dans une cohésion, pas dans des insultes et des... Je crois. Donc c'est cela notre mot que nous voulons. Nous voulons donner, je crois, le temps aux... Est-ce que les journalistes auront des questions à poser? Voilà, nous voudrions répondre aux questions, mais juste avant, oui, nous voudrions répondre aux questions, mais juste avant, je pense que le responsable de la diaspora katangaise qui est parmi nous voulait dire un petit mot. Merci. Merci Guylain Kishiba, c'est mon nom. Je suis un des responsables dans cette diaspora katangaise. Je suis ici en fait pour soutenir donc les actions menées par nos amis. Les documents dont il a parlé ici, nous les avions reçus il y a déjà plusieurs semaines, si pas quelques mois. Et nous les avions déposés au niveau du Parlement européen. Donc nous avions rencontré deux parlementaires donc, qui ont reçu les documents, donc les éléments que vous parlez, que vous avez remis aussi au procureur. Ce qu'il y a, je ne suis pas expert en matière de procédure juridique. Vous avez parlé de dénonciation. Donc, évidemment, on aimerait savoir si vous allez arriver à vous porter partie civile, si ça va aboutir à cela, et également, comment nous, ici, nous pourrions continuer à vous soutenir. Nous avons des associations qui, à mon avis, sont tout à fait habilitées à se joindre à vos actions en Belgique. Donc nous pourrions, et nous sommes solidaires donc de tous les Congolais et les Katangais particulièrement, et donc nous aimerions en fait nous joindre à vos actions afin de les amplifier, de les accélérer. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si quelqu'un veut poser une question, mais il faut que on vous donne... Merci beaucoup. Monsieur Boutera, vous avez parlé que la Gécamine a 18 partenariats et il y en a 2 qui payent et 16 qui ne payent pas. Donc le produit de la proportion de la production selon la participation. Mais évidemment, TFM et Sécomine sont les plus grandes compagnies. Est-ce que vous avez une idée pour les 16 autres, qu'est-ce que ça représente en termes de quantité de minerais ou bien en termes financiers? Et puis j'avais une deuxième petite question, si vous me permettez. Est-ce que vous avez une idée de la situation financière de la Gécamine aujourd'hui? Parce que ce que vous dites, ça doit quand même avoir des conséquences très importantes pour les compagnies. Merci bien. Je vais d'abord dire que oui, il y a des organisations à Lubumbashi, à Kinshasa, qui se sont constituées partie civile. Il y a des organisations non gouvernementales de Lubumbashi, de Kinshasa, qui se sont constituées partie civile dans ce dossier de dénonciation, afin que le procureur puisse examiner et que les choses puissent aller de l'avant. Comme il a dit, quand vous êtes dans une dénonciation, il y a des preuves primaires, il y a des preuves secondaires, il y a des preuves qui ont été déposées, mais il y en a d'autres qui seront déposées, notamment avec les témoins dont il a parlé tantôt. Donc nous voulons bien que ceux qui veulent se joindre à nous, que ce soit des ONG de la RDC de partout, parce qu'à Kin, il y a déjà beaucoup qui veulent venir vers nous, que ces gens viennent
qu'ils puissent aussi s'allier à la partie civile qui est déjà constituée pour que cela puisse aller. Et aussi, nous attendons de vous qu'ici, si le gouvernement belge commence à traîner les pieds, pour que nous puissions avoir un programme de pression pour qu'on puisse s'en occuper de manière à ce que nous puissions avancer dans ce dossier. Alors, monsieur Kenneth a posé la question sur, d'abord, la GECAMIN. Oui, il y a 18 partenariats qui sont en production, dont 2 seulement donnent. Donne, ça signifie quoi? Ça signifie que la GECAMIN, avec ses partenaires, ont signé un protocole d'accord. Que ces partenaires vendaient eux-mêmes la part GECAMIN. C'est quand la GECAMIN a 20% dans TFM. Quand TFM produit 300 000 tonnes là, c'est-à-dire que la GECAMIN a 60 000 tonnes pour elle dans cette. Alors, ce que les partenaires faisaient, ils vendaient, comme eux, ce sont leurs propres entreprises qui sont soit en Chine et tout, qui achètent, ils vendaient directement la production et la partie appartenant à la GECAMIN. Et souvent sans donner, bon, parfois au lieu de vendre à LME, aujourd'hui on est à 9 700 la tonne, ils disent 5 000 la tonne. Donc c'était déjà un manque à gagner pour la GECAMIN. C'est comme ça que la GECAMIN a signé avec tous ses partenaires pour dire, dorénavant, vous me donnez moi-même ma part et moi-même je la vends, parce que je vais la vendre au prix du marché, c'est-à-dire à LME. Alors, cet accord signé, mais sur 18, il n'y a que 2 qui donnent. Donc les 16 autres, ils ne donnent pas. C'est comme ça qu'on a dit qu'il y avait des gens. Alors j'ai dit, je prends le cas des Comus, une société qui est à Colosie chinoise, où la GECAMIN a des parts. Comus dit non, moi je traite avec le gouvernement. C'est-à-dire au lieu de donner à la GECAMIN sa part de la production qu'elle doit vendre, elle dit moi je traite avec le, c'est-à-dire je vends pour le compte du gouvernement directement. C'est là où ça pose problème. Et donc, c'est l'ensemble de ces entreprises-là. Parce que quand vous dites, par exemple, 3 millions de tonnes produites l'année passée, la GECAMIN et ses partenaires ont 1,8 million. Parce que c'est eux qui sont plus nombreux. Vous avez parlé de Tenke Fungurume, vous parlez des SICOMIN, vous parlez des KCC, vous parlez des Boss Mining. Donc, tous ces partenaires GECAMIN qui sont autour, qui produisent, c'est eux qui produisent plus que les autres. Alors, quand vous avez 1,8 million tonnes de cuivre produit, et vous voyez, les 20% de ces 1,8 million, la GECAMIN devait avoir plus ou moins 380 à 400 000 tonnes. Parce qu'il y en a qui sont au-delà de 20, tel que SICOMIN qui est à 32%. Donc la GECAMIN devait avoir 400 000 tonnes. Oui, 400 000 tonnes, au taux de 9 000, vous êtes autour de 3 milliards de dollars que la GECAMIN devait avoir en une année. Mais la GECAMIN, elle vous dit, je n'ai que 200 millions. Où vont les autres? C'est là où il y a ce problème de vente. D'autres personnes vendent à la place de la GECAMIN. Et ceux des partenaires GECAMIN, au lieu de suivre ce que la GECAMIN dit, ils préfèrent suivre le gouvernement, entre guillemets. Parce que le gouvernement, c'est qui? C'est là où il y a le problème. Vous m'aviez posé la question, est-ce que vous pouvez montrer la preuve? Les preuves ici, c'est-à-dire nous avons les tribunaux, nous avons le procureur. C'est chez les procureurs où nous versons notamment les statuts, les conventions de vente, que tout ce monde-là font de la part GECAMIN. Donc c'est ça, c'est des choses qui existent matériellement, qui peuvent être envoyées, mais c'est des choses aujourd'hui, à partir du moment que nous sommes déjà au tribunal, c'est des choses qui doivent rester dans les dépôts qui vont continuer d'ailleurs auprès du procureur pour étayer les dénonciations qui sont faites aujourd'hui. Donc voilà. Alors vous demandez, est-ce que la GECAMIN aujourd'hui ne produit pas une seule tonne de cuivre? Depuis 2 ans, 3 ans, le comité de gestion qui est là, il a fait l'objet de beaucoup de démarches. Les syndicats ont marché pour dénoncer, ça ne marche pas, ça ne fait pas ceci. Ils ne produisent rien du tout. Le comité de gestion, d'ailleurs, quand tu regardes le DG, le PCA, ils restent à Kinshasa. Ils viennent à peine 2-3 jours à Lubumbashi, mais ils vivent à Kin de leur façon. Donc ils ne sont pas là. Ils gèrent par téléphone, n'est-ce pas? Alors que, quand vous voyez la GECAMIN, les maires des maires, les Moulendambo, les Umbakiamitala, chaque matin à 6 h, il est à Colosie, parce que c'est Colosie qui produisait le gros de la GECAMIN. Mais aujourd'hui, les gens là, ils ne sont même pas là pour la production. Chaque fois qu'il y a un gisement, on dit non, il y a un gisement tel, on prend. C'est eux qui donnent l'information à ceux qui sont les plus forts demandes. Il y a même d'ailleurs un gars à nous qui a été licencié de la GECAMIN à cause de ça. Il a traîné à céder. Parce que c'est lui qui fait les papiers pour céder tel gisement, tel gisement. Il a traîné, on a donné l'ordre de le licencier immédiatement. On l'avait licencié. C'est-à-dire qu'il y a ça. L'information part, l'information est capitalisée et les gisements sont partis et on ne produit pas. Alors
comme vous dites, la GECAMI, elle a beaucoup de difficultés aujourd'hui de trésorerie. Du fait que même le peu d'argent qui entre directement, le soir, il part directement sur les gens qui consomment, qui sont à 2000 km de là où on produit. Oui. Merci pour la parole. D'abord, je voulais vous féliciter pour le courage, parce que je sais que c'est un pays extrêmement difficile et que le niveau de répression de M. Tshisekedi et des services est un niveau qui est très élevé. Par contre, ma lecture, c'est que vous êtes dans deux démarches. On est dans une démarche de plaidoyer, où effectivement, vous parlez d'un dialogue économique, ce qui est tout à fait légitime et logique. Et puis il y a la démarche, on va dire, pénale, pour laquelle vous faites une dénonciation. Et vous citez 6 noms. Je ne sais pas si c'est un secret de polichinelle, si on peut connaître les personnes qui sont citées. Et pourquoi 6, pourquoi pas 7, pourquoi pas 8, pourquoi les 6 personnes? J'ai été, à un moment donné, rapporteur du sous-groupe mine à l'Assemblée nationale, à la commission ECOFIN. Et j'ai compris la supercherie parce que j'ai fait 5 ans à l'ECOFIN, je n'ai jamais vu le DG de la GECAMINE, je l'ai convoqué autant de fois, il ne venait jamais. Il y a eu la problématique des pas de porte dans la renégociation avec TFM de 300 millions. L'actuel ministre des Finances, à l'époque, il était DGA de la DGRAT, donc son DG ne venait pas. M. Fouamba, je l'ai convoqué. Je pose la question à M. Fouamba de savoir, en tant que service d'assiette, quelle est l'écriture comptable qui a finalement comptabilisé les 300 millions sur le compte du Trésor. Il me dira que ce sont des choses complexes et que la DGRAD n'a pas été associée. Mais que ces questions, il faut les poser au ministre des Mines. Donc, je convoque la ministre des Mines. À l'époque, c'était une dame, elle arrive. Je l'accule un peu et elle me dit qu'elle n'a pas la tutelle financière, elle a la tutelle technique. Et que pour cette question, il faut appeler la ministre du portefeuille, Mme Kaninda à l'époque. Je convoque, après 3 jours, Mme Kaninda qui arrive, parce qu'il y avait un autre dossier avec la cominière, toujours les nébuleuses de la famille présidentielle. Et Mme Kaninda me dit, vous savez, ces dossiers-là, moi, je ne les gère pas parce que c'est des dossiers à un certain niveau. Je suis impuissante, je ne peux rien vous dire. Donc ça veut dire en réalité que les 300 millions ne sont pas allés au Trésor, ils ont été distribués. Alors, je donne cet exemple-là pour vous dire que pour l'intérêt des Congolais aujourd'hui, parce que c'est de cela que nous parlons, il s'agit de personnes de nationalité belge que nous aimerions identifier et pour lesquelles nous aimerions une quantification estimative des dommages causés. Vous pourriez par exemple nous dire que, bon voilà, en 5 ans, nous estimons que la famille ou les individus tels ont pu amasser tel montant, mais pas seulement cela. Nous dire comment, d'après vos enquêtes, ce montant a été affecté, parce que même s'il y a réparation, les biens doivent être saisis. Et la mode aujourd'hui au Congo-Kinshasa, c'est de placer à Dubaï, parce qu'il semble bien qu'aux Émirats, il n'y a pas de coopération en ce qui concerne la transparence des placements, la transparence financière. Mais même si ces personnes sont sanctionnées en Belgique aujourd'hui, quels sont les mécanismes de saisie des biens immobiliers? On en a identifié ici, ça peut être facile. Mais tout ce qui est placé en Dubaï, et généralement en lingots d'or, parce que ce n'est même pas de l'argent liquide, comment est-ce que la justice belge, parce qu'il s'agit de ressortissants belges, peut finalement inciter un élan international à titre préventif? Parce qu'à chaque fois qu'une personne sera hissée à ce type de fonction à gérer et qu'elle aura comme réflexe, après pillage, d'envoyer vers les Émirats, on peut faire 1000 conférences. À partir du moment où la personne peut se résoudre de ne jamais venir en Europe et de faire toute sa vie entre Kinshasa, certains pays d'Afrique qui peuvent tolérer, et les Émirats, mais ces pillages-là ne vont pas s'arrêter. Donc toute la question, c'est de la destination, d'abord la quantification de ce que peut représenter le dommage de la mauvaise gestion, blanchiment de capitaux de cette famille ou de ces 6 personnes, les connaître, mais aussi comment est-ce qu'en perspective, en dehors des plaidoyers, nous pourrions imaginer un mécanisme qui empêcherait finalement que cela se reproduise. Merci. D'abord, je voudrais préciser, dans la plainte, il y a 9 noms cités. Alors,
Je suis avocat, je n'ai pas l'habitude de jeter en pâture les noms des personnes parce que je suis un auxiliaire de justice et j'essaye de faire mon métier dans le respect de la loi. Dans la lettre de dénonciation, nous nous sommes surtout attachés à rassembler l'ensemble des éléments d'information parce qu'au fond, ces 9 noms sont des personnes qui sont directement visées dans des opérations sur les remblais, dans des opérations de sous-traitance. Donc, nous avons un tableau centré de secret où nous donnons les noms et à chaque fois, nous avons les opérations qui sont concernées. Donc, parce que dans ce système de prédation, on donne tel remblai à un tel autre à un tel. C'est vraiment le partage à la famille, quoi, le dépeçage en famille. Au niveau du préjudice, au fond, s'il fallait faire une évaluation du préjudice, je pense que j'aurais encore attendu 1 an pour vous dire. Parce que c'est un travail considérable, en fait. Hein. Rien que faire la dénonciation, la lettre de dénonciation, avec l'aide de Jean-Pierre et d'autres, ça a été un travail qui a vraiment pris des mois. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a un tel flot d'informations, il faut le quantifier, puis aller vers l'essentiel, c'est-à-dire là où les infractions pénales sont commises. Mais c'est clair qu'à un moment donné, la question des détournements et du sort de l'argent va se poser. Bon, je l'ai souvent dit, vu le travail que je fais, dans des systèmes plus répressifs, plus dictatoriaux, où la justice n'a pas toute l'indépendance qu'elle mérite, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de lenteur pour faire progresser les choses. Mais moi, mon expérience, c'est qu'à la fin, il y a toujours, on est toujours rattrapé par la patrouille. Donc, c'est un travail difficile, lent, mais qui va à un moment donné produire des résultats dès lors qu'on le fait dans les règles de l'art. Parce que ce qui caractérise la situation, la différence entre le travail d'une ONG et le travail du judiciaire, c'est que l'ONG ne se soucie pas du débat judiciaire, elle rassemble des éléments d'information et elle produit de l'information en lui donnant de l'écho. Le travail du judiciaire, c'est vraiment de la collecte à un moment donné. Par exemple, tout le problème que nous avions d'avoir des témoignages individuels et des personnes qui, à titre individuel, acceptent de venir raconter ce qui se passe réellement, ce n'est pas une question simple. Et je voudrais dire d'ailleurs ici devant vous et dans le cadre de la conférence de presse aux gens qui veulent parler, qui ne doivent pas avoir peur, parce que si les services du parquet fédéral acceptent de dédier l'un ou l'autre enquêteur, nous sommes à un stade où l'information et l'instruction sont secrètes. Donc nous ne sommes pas à un stade où les gens sont en danger s'ils viennent coopérer avec la justice. C'est important. Pour vous donner un exemple, j'ai par exemple des cadres dans des groupes miniers qui sont prêts à prélever des documents et à les apporter à la justice pour compléter notre dossier et donner des éléments d'information, parce qu'il y a eu des transferts financiers qu'on peut repérer et qu'on peut suivre. Merci. Donc c'est un peu ça, ce qu'il a dit par rapport aux personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Ok, vous pouvez d'abord poser la question. Merci beaucoup. En fait, je voudrais rester... C'est bon ?
Ouais, je voudrais rester un peu plus dans l'élan du député Jean-Jacques Mamba. Je crois que le maître Bernard est dans une difficulté énorme pour devoir nous donner les noms de ces personnes-là. Bon, peut-être en raison de procédure. Mais je crois que M. Mouteba, vous avez cette responsabilité surtout de pouvoir nous donner le nom, parce que c'est vous qui ramenez l'affaire. Mais ma question se rapporte un peu plus, avez-vous épuisé le voie de recours en interne pour devoir recourir en Belgique? Quelles sont ces voies? Qu'est-ce que vous avez organisé sur le plan interne en République démocratique du Congo? Et ma deuxième question, c'est, je vous ai plus suivi, vous vous attelez un peu plus par rapport à la GECAMIN, ainsi de suite. En 2020, alors que j'étais encore militant de la Lucha, activiste de la Lucha, nous avons enquêté sur le barrage hydroélectrique de Boussanga. Apparemment, vous vous attelez simplement sur la GECAMIN, sans toutefois voir d'autres partenariats que notre pays a, par exemple avec la SICOMIN, avec le barrage de Boussanga, où le code minier est complètement violé sur les indemnisations de victimes. D'autres sont payés, d'autres sont à peine payés. Je ne sais pas comment vous avez à vous concentrer simplement pour la GECAMIN, sans toutefois voir aussi au-delà de ce qui se passe dans l'espace katangais. Et de trois, je voudrais aussi que vous puissiez nous citer le responsable belge impliqué dans le bradage de minéraux au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que vous êtes en Belgique, donnez-nous ces noms-là, que nous puissions savoir, voilà, c'est tel qui est impliqué, et même le membre de famille de Tshisekedi. Parce que ça, ce n'est plus quelque chose à pouvoir nous les cacher. Nous savons que les membres de famille de Tshisekedi sont énormément impliqués dans le mine. Aujourd'hui, hier en Belgique, ils vivaient dans des allocations familiales, ils n'avaient absolument rien. Mais aujourd'hui, ils ont de villas, ils ont tout ici en Belgique. Mais vous devez nous citer quand même ces noms. Ça serait mieux que nous puissions savoir c'est tel individu, et même les individus belges aussi, que nous puissions savoir. Et voilà, je pense que ce sera une bonne de choses. Peut-être que Maître Bernard est dans une difficulté complète, mais vous, au moins, vous pouvez nous les citer. Et les ONG aussi impliqués. Quels sont ces ONG-là impliqués dans cette dénonciation? Merci beaucoup. Merci. D'abord, je voulais dire, quand je parle GECAMIN, comprenez qu'au Katanga, il y avait 4 grandes entreprises minières. Il y avait la GECAMIN, il y avait Sodimico, il y avait Zaïretin, qui est devenu, avec tout ce qu'il y a là à Manono, avec le lithium aujourd'hui, et puis il y avait Kisenge Manganèse. Quand je parle de la GECAMIN, parce que la GECAMIN avait le plus gros morceau, n'est-ce pas, avec l'union minière, et que toutes ces entreprises qui sont venues se sont greffées sur les gisements de la GECAMIN, dont SICOMIN. Alors, quand vous regardez dans le contrat SICOMIN, qu'on appelait le contrat 17, d'ailleurs, c'est moi qui avais eu, il y avait 3 contrats, je crois. Moi, j'avais pu mettre la main sur un contrat en son temps. C'est comme ça que la Banque mondiale et FMI ont eu, c'est moi qui avais sorti ce contrat-là. En fait, le contrat avait 2 volets. Il y avait le volet mine et le volet infrastructure. Alors, dans le volet mine, il y avait que la mine devait être alimentée par Boussanga. Boussanga, qui est un barrage qui appartenait à la GECAMIN. Parce que Boussanga, ce n'est pas les Chinois qui l'ont construit comme tel. Boussanga était déjà construit presque à 90% par les Allemands qui étaient avec la GECAMIN dans ce contrat Boussanga. Alors, quand les Chinois sont venus, le pouvoir a signé dans le contrat qu'il y avait le volet Boussanga qui devait être terminé et que SICOMIN, qui avait besoin d'énergie électrique, devait terminer ce Boussanga, alimenter et donner une partie à l'État à travers la SNEL. C'était le contrat qu'il y avait, n'est-ce pas? Et donc, quand je parle GECAMIN, je vois tous les partenariats qui sont autour de la GECAMIN, notamment SICOMIN. Et quand on parle SICOMIN, il y a les volets mines et les volets infrastructures qui sont dans ce contrat-là, dont, dans une évaluation qui doit être sérieuse, doit tenir compte de tous ces aspects de cette entreprise SICOMIN. Donc, je connais très bien ce qui s'est passé à Boussanga. Boussanga, tout ce qu'il y avait sur Boussanga, je connais très bien le dossier. Parce qu'au départ, quand nous avions posé la question, la GECAMIN n'avait que 7%. La SNEL aussi. Donc, il y avait une nébuleuse qui avait 15%. Alors que Boussanga est financé totalement par SICOMIN, c'est-à-dire la GECAMIN et SICOMIN, mais GECAMIN s'est retrouvé très peu. Et les Chinois ont pratiquement le gros part, 70%. Au départ, c'était même 72%.
dans Boussanga, encore une fois, ce qui n'était pas logique ni rationnel par rapport au code minier et à toutes les autres conventions. C'est comme ça que s'il y a une révision, on revoit tout, mais Boussanga, c'est pratiquement entièrement Gécamine. On a dit non, les 15% là, c'est pour les anciens directeurs Gécamine. J'en connais qui vivent encore, qui n'en connaissent rien du tout. Mais c'est ce qui était fait. Mais aujourd'hui, on a enlevé la part Boussanga à cette nébuleuse-là, qui était liée au pouvoir passé. Mais aujourd'hui, qui gère ça? C'est encore un membre de la famille à qui on a donné la part de l'État congolais dans Boussanga. Ça, c'est des choses que nous connaissons. Mais comme nous avons parlé globalement des 6 communes, nous n'avons pas voulu entrer dans les détails comme cela. Mais s'il y a une négociation, elle ne doit pas concerner seulement l'aspect mine ou l'aspect infrastructure, ça doit concerner l'ensemble du contrat du siècle, comme on l'a appelé, parce que le siècle est passé, n'est-ce pas? Maintenant, on veut signer un autre contrat du siècle avec mine contre sécurité. Donc, c'est des choses comme ça que vous savez qui nous préoccupent, nous, en tant que société civile, parce que le contrat du siècle, mine, infrastructure, on n'a pas géré. Zéro. Surfacturation, ceci, détournement, consort, les Chinois n'ont pas fait grand-chose. Et le deuxième contrat qu'on veut signer, contrat contre sécurité. Dans le contrat, là, la liste des infrastructures était énormément citée, n'est-ce pas? Rien n'a été fait. Un quart seulement a été réalisé. Et un quart qui a été réalisé, ce n'est pas ce qui était prévu. On a fait d'autres choses, c'est tout. Surfacturé. Et maintenant, on veut passer à un autre contrat, non? Ça, c'est un autre siècle. Ça, c'est le siècle ici. On veut passer au contrat mine contre sécurité. Je ne sais pas si on va encore se retrouver ou on va encore avoir que nos yeux pour pleurer. Ça, c'est une autre question. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles, s'il y a des discussions sur des questions comme ça de manière approfondie, j'ai pu entrer dans les détails pour vous parler et du contrat et de tout ce qu'il y a eu et de même de la révision du contrat. Alors, quand vous dites les noms, effectivement, quand nous faisions l'enquête, que ce soit à Kolosi, que ce soit même à Kasumbalesa. Vous voyez, à Kasumbalesa, il y a ce qu'on appelle KBP, Kasumbalesa Boat Point. Kasumbalesa Boat Point, hier, c'était 500 camions par jour. Aujourd'hui, on fait 24 heures sur 20. Chaque camion paye $300. Mais c'est encore une fois là. Donc, il y a tellement de choses là-bas que quand on commence à citer un à un, vous allez voir qu'il y en a tellement. Et les gens ont mis la main sur tout ce qui bouge, là partout où il y a un peu d'argent, les amis sont en train de prendre. Alors quand vous me demandez la liste, effectivement, nous avons relevé la liste, nous avons trouvé, je crois, 32 personnes. Sur les 32, je crois 30 avaient la nationalité belge, quand on ne parle que de la famille. Mais il n'y a pas que la famille. Il y a les Moulumba à côté, il y a des cousins et tout. Il y a tellement de gens qui sont dans les dossiers. Mais s'il dit qu'on a mis 9, c'est qu'il y en a beaucoup. Ils sont nombreux. Et quand vous regardez les rapports publiés ou les rapports, il y a quand même quelques précisions là-dessus. Mais comme il a dit, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les plaidoyers comme maître, plutôt l'honorable a dit plaidoyer. C'est vrai que le plaidoyer pour nous, c'est de dire est-ce que la communauté nationale internationale ne peut pas nous aider à avoir un peu plus clair. Moi, j'ai dit, j'étais président de l'ITIE 2006-2007. Nous avons amené le gouvernement en son temps d'adhérer à l'ITIE. Et j'en étais le premier président, pour que nous puissions voir un peu plus clair sur ce que les uns payent et ce que les autres reçoivent. Aujourd'hui, l'ITIE fonctionne, mais il y a beaucoup de problèmes d'exhaustivité. Il y a des problèmes donc, exhaustivité, c'est-à-dire le camion qui quitte à Kolosi avec 30 tonnes de cuivre cathodique. Ce sont des trucs qu'on peut regarder, des tonnes cathodiques. Mais il quitte, il y a 4 ponts bascules entre Kolosi et Kasumbalesa. Le camion quitte à Kolosi avec 40 tonnes, mais il arrive jusqu'à Kasumbalesa sans qu'un seul pont bascule puisse détecter qu'il y en a plus. C'est-à-dire que la fraude elle est institutionnalisée et généralisée. Quand vous arrivez à Kasumbalesa, les mêmes entreprises qui sont à Kolosi et ailleurs ont des dépôts à Kasumbalesa du côté Zambie. Et quand ils arrivent là-bas, des charges commencent maintenant à mettre dans des quantités acceptables. Parce que là, quand vous traversez la frontière, les sérieux commencent. Et quand vous venez ici, la jungle commence. Et c'est ça. Et donc, et la quantité. Généralement, entre la Zambie et la RDC, la différence statistique de quantité, parfois vous êtes à 200 000 tonnes entre eux et nous. Parce que tout ce qui passe, ce n'est pas les tonnages acceptés. Quand vous avez le cobalt, nous avons des concentrés de cobalt qui sortent. Hein. Ce n'est pas comme avant. Ceux qui ont été à la Gécamine savent. Nous faisions les granulés et les plaquettes, n'est-ce pas? Les plaquettes et les granulés, ce sont presque des métaux, n'est-ce pas? Maintenant, on fait des concentrés pour plusieurs raisons. La première, c'est que les entreprises ne veulent pas qu'on aille jusqu'au ceci. La deuxième, c'est que nous n'avons pas assez du carburant, plutôt assez d'énergie pour transformer tout ce que nous avons en produits finis. Parce que pendant les 65 ans, je crois que le pays a pris du retard
Au lieu de construire les barrages pour suivre et industrialiser le pays, ils ont pris du retard, on n'a pas construit assez de barrages. Maintenant, on a des problèmes. Je termine avec ce que je dis. Alors, donc, nous avons les concentrés que nous sortons. Même en concentré, au lieu de dire c'est 35, vous allez quelque part dans un labo, vous dites mettez 12. Le type met 12. Donc, ce qui sort, la différence, c'est l'État qui perd. Donc, c'est des questions comme ça. Moi, je suis à la société civile depuis longtemps. J'ai géré cette société jusqu'à être président de l'ITIE. Je connais assez bien ce qui se passe. Et quand je vais dans les détails, je vais dans les détails près. Parce que j'ai pris le temps de connaître les secteurs, d'aller à Kasumbalesa, de voir ce qui se passe. Et tous ces contrats miniers que tu vois, moi, je connais. Et je connais chaque contrat, comment ça a été fait, quel montage a été fait. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions, surtout. Hein. Non, mais vous avez parlé de quoi les personnes. Les personnes, je viens de vous dire. Moi, je voudrais... Excusez... Oui. Non, bon, alors, pourquoi nous n'avons pas... Vous ne donnez pas les noms de ces personnes-là. Non, les personnes, c'est-à-dire, nous avons fait des rapports. Les rapports existent, ils sont publics, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons dépassé le niveau de rapport parce que nous avons confié maintenant aux avocats pour qu'on fasse le pénal. C'est ça. C'est donc, je n'ai plus, moi, ce que je dirais, cette liberté des manœuvres par rapport à... Parce que même Dominique a demandé, non, est-ce que les contrats là, des entreprises qui... Mais tous ces contrats statuts, des contrats qui vendent... Maintenant, quand on les a confiés déjà auprès des avocats et du procureur, ça devient des matières sur lesquelles l'ONG n'a plus la même mise comme avant. Je crois que je n'ai pas aujourd'hui l'obligation de vous dire, mais il vous a dit 9. Moi, j'ai dit, nous avons vu que dans les 32, il y en a à peu près autant qui ont la nationalité. Et même quand vous voyez tous ceux qui prennent l'argent au niveau de Kinshasa, au compte et tout, bon, nombreux sont des nationalités belges. Nombreux sont partis comme je voudrais faire une précision pour les personnes qui ne sont pas nécessairement congolaises et pour lesquelles la question de Kasumbalesa peut apparaître comme un sujet un peu hermétique. Donc, Kasumbalesa est la première douane de la République démocratique du Congo. Il faut savoir aussi qu'en termes budgétaires, l'essentiel des ressources budgétaires, la ressource primaire en RDC, passe par tout ce qui est le secteur douanier. Et donc, la rigueur de gestion des postes frontières et des opérations douanières et les prélèvements douaniers qui se font sont un élément essentiel dans une approche rigoureuse de la gestion de l'État. Ce que l'on observe pour l'instant sur Kasumbalesa, et c'est ça que Jean-Pierre évoque, c'est une fraude massive sur la façon avec laquelle le passage de frontières s'opère et les détournements qui s'y opèrent et les bénéficiaires de ces détournements. Deuxième élément, en ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, pour parler. Donc, vous devez d'abord savoir que sur le plan juridique, l'épuisement des voies de recours internes n'est pas une obligation préalable au dépôt de la plainte en Belgique. Nous ne sommes pas comme devant certaines juridictions, par exemple la East African Court of Justice, où vous devez avoir épuisé les voies de recours internes avant de la saisine de la Cour. Ici, ce n'est pas le cas. Ce sont, au fond, des ordres judiciaires qui sont, je dirais, presque concurrents. C'est-à-dire que le Congo a ses critères de rattachement et la Belgique a ses critères de rattachement. Les États-Unis ont leurs critères de rattachement. Dans la situation actuelle, toutes les plaintes, tout ce qui a été fait par les activistes congolais sur le territoire du Katanga est resté sans suite. Mais ce n'est pas neuf. Je peux vous parler de beaucoup de plaintes que nous avons déposées, puisque nous sommes avec un collectif d'avocats qui traverse tout le Congo. Donc dès que le dossier est sensible et a une implication un peu politique, il y a vraiment des interférences dans le fonctionnement du judiciaire. Je suis mal à l'aise pour en parler parce que je suis un extérieur, sauf que je suis avocat, mais toutes les équipes d'avocats avec lesquelles je travaille
rencontre le problème des interférences du politique sur l'appareil judiciaire. C'est aussi pour ça que nous avons fait une saisine ici, parce que nous avons trouvé un critère de rattachement qui a surpris évidemment tout le monde, et qui est lié à la nationalité d'un certain nombre d'acteurs. Donc voilà, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Sur le fait de citer les noms, écoutez, ces noms sont publics, connus, répandus dans tous les rapports des ONG. Non, parce qu'il y a une différence. Non, excusez-moi. Il y a une différence entre la dénonciation d'un comportement qui n'est pas constitutif d'infraction pénale et le propos que je tiens devant vous, qui est d'évoquer une plainte concernant des personnes susceptibles d'être poursuivies pour des infractions pénales. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de jeter en pâture les noms me paraît poser problème. Voilà, peut-être que ça vous surprend, mais c'est la réalité de ma profession. Merci. En respectant votre profession, je me pose une question. Étant donné que votre objectif n'est que judiciaire, vous portez votre plainte, vous faites un communiqué, balancez sur les réseaux. Voilà, nous sommes dans une procédure, on espère qu'il y aura des résultats, etc. Mais lorsque vous faites une conférence de presse et qu'elle est ouverte un petit peu aux Congolais et qu'elle est ouverte au public, la seule chose que nous voulons savoir, parce que vous ne nous apprenez rien, monsieur Mouteba, lorsque vous nous parlez des dysfonctionnements et des détournements au Congo, nous le savons déjà. Ça fait 65 ans que ça existe, depuis Mobutu, et tous les gouvernements successifs se sont toujours conduits de cette manière. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous ne savons pas, c'est que le peuple ignore toujours, c'est de savoir qui a pris quoi et comment. C'est vraiment l'essentiel de notre déplacement aujourd'hui. Moi, je suis venu pour savoir telle maison à telle adresse appartient à telle personne. Et à partir de là, parce que moi, je l'ai fait. J'ai fait une dénonciation. À l'époque, j'étais activiste de François Mwamba. À l'époque, il avait acheté une maison de 10 millions de dollars, qui plus exactement dans la ville de Gouvieux, dans une zone pavillonnaire qui s'appelle l'Hélice. Donc, il y a la vidéo qui est sur Internet, et ça avait choqué tous les Congolais, parce que tout d'un coup, avec ces images-là, les Congolais ont pu se faire une idée réelle de la situation. Parce que lorsqu'on nous parle des millions détournés, pour des gens qui vivent avec moins de 1 euro par jour, ils ne peuvent pas s'imaginer ce que ça représente. C'est juste des chiffres, c'est des mots. Alors que si on pouvait savoir, voilà, sur tel compte, tel individu a pris tant, et il en a fait ça, là, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et si vous pouvez être un peu circoncis sur les réponses, ça serait mal. Pas mal. En fait, moi, ce n'est pas une question. C'est juste que je suis un peu éclairé quand j'ai suivi l'exposé. Donc, le mot qui me fait mal au cœur, quand vous dites, vous venez demander que l'Occident, la communauté internationale vous aide. Et je vais donner, il a dit ça, pas vous, Maître Bernard, mais M. Mouteba, que la communauté internationale puisse nous aider. Alors, je me pose une question. Quelle est cette communauté internationale que vous faites allusion? Parce que la Belgique connaît l'état du patrimoine de la famille de Tshisekedi avant qu'il soit président et aujourd'hui. Le patrimoine de ces gens-là, c'est connu ici en Belgique. Et la Belgique connaît l'historicité du Congo. Mais qu'est-ce que la Belgique fait depuis que Félix est là? Donc, moi, ce que je demande, moi, je suis de l'Ouest, je suis du Congo central. Je ne connais pas Katanga, je ne connais nulle part, mais je défends le Congo. Alors, ce que moi, je demande, vous n'allez rien espérer à la communauté internationale avec tout ce qui se passe. Parce que Félix, il a l'argent. Il est à la hauteur de faire tout ce qu'il veut. Nous pouvons dénoncer ça ici. On a été à l'école,
on est intelligent, on a été à l'université. Donc les noms, moi, ça ne m'intéresse pas parce que nous connaissons, c'est la famille et les amis, ces amis d'ici, qui sont allés réaliser leur forfait qu'ils n'ont pas pu faire ici en Belgique. Ils n'ont pas travaillé, mais ils arrivent là-bas, ils deviennent ce qu'ils sont. Alors, M. Mouteba, moi, ce que je vous demande, la solution n'est pas à l'international, parce que nous avons des preuves. La solution est congolaise. Donc, ce que moi, je vous demande ici, organisons-nous pour contrer ces familles-là qui nous foutent la merde. Merci. Oui, je voudrais juste dire un mot, mais parce que comme ça résume la question. Vous avez dit exactement ce qui est concerné. Après, c'est suffisant. Ce qui est en jeu, c'est le comportement d'une famille, la famille présidentielle et ses amis au Katanga. Voilà ce qui est dans la plainte. Dans tous les Congos. Dans tous les Congos, c'est ça. Oui, mais permettez-moi de vous dire que nous nous sommes concentrés sur la question katangaise. Après, je voudrais aussi vous préciser que vous avez raison. Le devenir d'un peuple appartient à ce peuple, mais il ne m'appartient même pas. Je suis là simplement parce que mes amis avocats, mes amis des organisations ont dit, tiens, comment est-ce qu'on peut faire avancer? Ou sinon, je n'ai aucune légitimité à parler. Aucune. C'est entre vos mains. Et vous dites quelque chose de très vrai. Qu'est-ce que c'est la communauté internationale? La communauté internationale, c'est le rendez-vous des intérêts d'États qui contrôlent des sociétés ou des organisations supra-étatiques. Ce n'est pas des assemblées des peuples. Et donc, une fois que vous acceptez que ce qui est en jeu dans ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est des équilibres entre des États qui vivent leurs intérêts respectifs, vous comprenez que votre champ d'action doit se placer de façon intelligente par rapport à ça. Et pas dans une attente les yeux fermés. Merci. Je vais réagir aussi, hein, parce que il a posé la question, est-ce que vous connaissez ces biens? Évidemment. Je crois que ça doit être clair. Ils ont acheté des biens, par exemple, aux États-Unis pour 67 millions dans telle ville. C'est des dossiers comme ça. Ce n'est pas ici qu'on va vous donner, voilà, là, il y a une maison, ceci, là. Non, mais dans les documents qu'il y a, les notaires sont là. Mais c'est des choses qu'on peut identifier ou qu'on a déjà identifié ou qu'on a commencé à identifier. L'estimation globale, ça fait combien à peu près? Une estimation. C'est cela. C'est-à-dire que ces choses-là, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas dire non, nous ne savons pas. Nous savons ce qui se passe. Il a dit, ce n'est pas le Katanga seul, c'est la RDC en général. N'est-ce pas? Ça, c'est des choses sur lesquelles... Vous avez parlé des 65. Moi, j'étais à Litieux. Nous avons discuté de 24 000 barils au Bas-Congo depuis 68 jusqu'au jour. Malgré qu'on a mis des puits, même dans la ville de Mwanda. Mais le nombre de barils n'augmente pas. C'est toujours 24 000, 24 000. Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Il y a des problèmes. Nous étions dans cette zone. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut nous expliquer qu'à Mwanda, il y a toujours 24, depuis 68? Aujourd'hui, presque 50, 60 ans, l'augmentation, on ne connaît pas. Les autres, c'est-à-dire qu'il y a ça. Il y a des Congolais, depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à flouer le pays par rapport à ça. J'ai parlé qu'il y a des gens qui ne veulent pas que cette vérité... Même à Litieux, nous avions des zones d'ombre, notamment ces questions-là. Alors quand il dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner la liste? Mais les rapports sont sortis. Dans les rapports qui étaient sortis, je crois qu'il y avait déjà un certain nombre de... Les rapports ne sont pas secrets, c'est public. Quand vous allez... Comment? Non, j'ai dit ceci. Non, ce n'est pas qu'on va lire le rapport publiquement. Les rapports sont publics. C'est-à-dire quand vous allez chercher des rapports vous mettez Jean-Pierre Mouteba, vous allez voir des rapports. Si vous mettez Mouteba Florimo, donc nous avons publié des rapports et les rapports sont sur Google, sur ceci, sur tous les réseaux. Il y a des rapports avec notamment ce que vous demandez, il y en a. Dans ces rapports-là, on dit c'est un tel qui a fait ceci, c'est un tel qui est dans tel remblai. Les rapports existent. Ce que moi je dis, comment?
on va en parler. Ce que moi je dis, c'est que maintenant, nous, en tant qu'ONG, nous avons mis ces rapports au milieu public. Les gens ont vu. Après, nous avons compris que ceux qui devaient prendre ces rapports en main pour dire on arrête, ils n'ont pas arrêté. N'est-ce pas? Les rapports sont sortis, ça fait déjà plusieurs mois, 8 mois, 10 mois que nous sortons progressivement des rapports sur cette question. Alors maintenant, on a compris qu'on saisisse maintenant si vous voulez avoir le rapport, vous aurez ce rapport. Et dans ce rapport, il y a des listes, notamment des remblais et des personnes. Bon, pour lui, il demande, est-ce que vous n'avez pas de valeur? C'est-à-dire, pour ce qui est des valeurs, pour ce qui est des maisons achetées, c'est des choses qu'on peut... Là, ils ont acheté à 20 000. Pour le Katanga, j'ai dit ici, nous avons... Non, pour la Belgique, les États-Unis, pas le Katanga. C'est ce que je dis, l'argent qu'ils ont puisé au Katanga. Parce que vous dites, ce qu'ils ont acheté aux États-Unis, ailleurs, on sait, on a suivi, on a demandé aux gens de suivre. Mais ce qui est du Katanga, j'ai parlé de 400 milliards de dollars. Pour les remblais, j'ai parlé de 320 milliards. C'est sorti dans les journaux ici, en Europe. 320 milliards de dollars, rien que pour ce qui est de Boss Mining, Kakanda et tout. 400 milliards de dollars pour ce qui est... Ça, c'est des choses. Je parle des milliards. Je ne parle pas des millions. Les valeurs qui sont... Mais c'est ça que j'ai dit. C'est des choses comme ça qu'on va dire. Non, c'est peut-être pas eux. C'est des Chinois qui sont derrière. C'est tout le monde qui prend. Moi, je dis bien... S'il vous plaît. Les remblais de Kakanda, évalués et tout, ça fait 320 milliards. Je parle bien des milliards, je ne parle pas des millions. Et quand vous allez dans les rapports, vous allez trouver, évalué par des experts chez Camille, que ce remblai a été pris par tel. Et le nom est dans le rapport. C'est ce que j'ai dit. Et maintenant que nous avons ce rapport-là, que vous pouvez consulter, vous pouvez les consulter. Vous allez voir, vous pouvez les consulter. Mais en plus, maintenant, les rapports ont été versés au parquet, avec toutes les autres preuves. Parce que quand on dit on a signé un contrat entre Remblai X et tel, le contrat existe, soit à la Gécamine, soit quelque part, et le contrat est là. Quand on dit vous avez produit l'année passée autant, l'usine de l'huile ou ressources a produit autant, on sait que l'usine de l'huile ou ressources a été alimentée par le Remblai de Y, et ça produit autant de tonnes. Ça, c'est des choses qui sont dans ces rapports-là, avec des chiffres et des évaluations par rapport au cours des métaux au jour de la production. C'est ça, en fait. Alors, pendant qu'il dit le Congo, moi, ici que vous voyez, quand je parle de Mwanda, j'étais plusieurs fois dans les comptes délitueux pour évaluer le problème de pétrole. Donc, je suis, en fait, un véritable pour discuter de ces questions avec les amis. Amata dit, vous pouvez appeler les amis, les pasteurs Bakoulou et les autres. Nous travaillons en synergie. Et un travail comme ça, ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail des groupes, des coalitions. Nous avons des coalitions publiées, c'est que vous payez, coalition réseau ressources naturelles, coalition pour l'énergie électrique et tout. Donc nous avons des coalitions sur les ressources naturelles et nous travaillons ensemble pour pouvoir faire avancer les choses. J'ai dit ici, nous sommes parvenus à ce que l'État congolais adhère à l'ITIE. C'était pas facile. On a adhéré, on a publié quelques rapports qui sont sortis, on a amélioré un tout petit peu, mais quand on fait 2 pas en avant, à un moment donné, on fait encore 2 pas en arrière, parce que les réseaux mafieux, criminels, veulent encore neutraliser. Nous avons beaucoup de problèmes et nous devons travailler en synergie. Quand vous dites non, le pouvoir, nous ne faisons pas des politiques, nous sommes la société civile. Mais nous pensons, en organisant les élections, les bonnes élections, nous aurons peut-être des bonnes personnes pour gérer notre pays en bon père de famille. Parce que ce sont des ressources que Dieu nous a données. Et les gérer en bon père de famille, moi je suis le président aujourd'hui, j'ai créé un mouvement, c'est peut-être pas citoyen, je ne sais pas si je suis encore citoyen, Koudia Talala, ça signifie Koudia Mbote. Si tu veux bien manger, il faut que toi tu manges un peu, moi aussi je mange un peu. Mais si toi tu manges seul, c'est là où la bagarre va commencer. C'est ça, moi j'ai Koudia Talala, Koudia Mbote. Si toi tu veux manger seul, moi chez moi je ne mange pas. Mais un jour, tous les voyous, les Koulouna qui sont dans la rue, pourquoi ils se battent? C'est parce qu'ils trouvent qu'eux, ils n'ont plus rien. Les gens ont là, ils commencent à attaquer les passants et tout le monde. C'est-à-dire que si nous sommes capables de nous regarder en face, de nous dire 65 ans, trop, c'est trop. Mettons-nous ensemble, gérons comme il faut, en père de famille, faisons des choses autrement. Je crois que ça peut faire les choses, ça peut avancer. Ça peut. Nous, là, je ne sais pas, vous êtes peut-être de mon âge. Moi, j'étais... Je voudrais faire 2 observations techniques. 2 observations techniques pour répondre à la question très importante que vous avez posée sur la gestion du préjudice. Il faut bien comprendre. Je vous donne un exemple. Vous avez un remblai qui vaut
plusieurs milliards de dollars. Et vous voyez que le prix de cession, donc de la concession d'exploitation, est de quelques dizaines de millions de dollars. La question est de l'ordre du vol du remblai, avec corruption d'un certain nombre de personnes dans le réseau pour permettre qu'une opération de ce type se réalise. Vous avez ensuite une personne qui va être l'exploitant, un Chinois, un Libanais, qui va traiter ça, qui va vendre, qui va redistribuer sous forme de commissionnement, à gauche ou à droite, une partie du produit de la vente. Cette opération-là, elle est parfaitement identifiable. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de retracer ensuite les mouvements des moyens financiers que les commanditaires récoltent. Je voudrais vous préciser ici, pour que les choses soient claires, que j'ai eu l'expérience, je ne vais pas vous parler de toute ma vie qui a été compliquée, mais j'ai eu l'expérience d'un pays qui n'est pas en Afrique subsaharienne, qui est une île sur laquelle il y a eu un changement de pouvoir, et on avait décidé avec le nouveau président de lutter contre la corruption, et on a mis au point un office de lutte contre la corruption, et des accords ont été signés avec des services de police pour précisément tracer financièrement, avec les moyens coordonnés de police de différents États, pour tracer les mouvements financiers et aller récupérer l'argent qui avait été volé. Dans ces opérations, il y avait un deal qui a été placé dans le cadre de la coopération interétatique, et ce deal avait pour objet qu'on rétrocédait une partie du produit qu'on avait récupéré aux États et aux services de police qui nous aidaient, et en contrepartie, on récupérait une partie des moyens au bénéfice de l'État préjudicié. Pour travailler cette question par rapport à la corruption, je le dis devant vous parce que c'est un des sujets évidemment qui me hante sur l'Afrique. Je pense que la gangrène de la corruption alliée à la haine de l'autre est un cocktail très explosif. Pour réussir cette opération, il faut se rendre compte que les gens qui s'occupent de lutte contre la corruption doivent vivre comme des moines dans des bunkers. Moi, ça m'a frappé quand on a recruté les premiers jeunes gens qui se sont occupés de la lutte contre la corruption à Kinshasa après l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi. C'est comme si on avait pris 3 avocats sympathiques qu'on connaissait et qui pouvaient... Non, c'est un métier incroyablement difficile. Une fois que vous êtes dans un office de lutte contre la corruption, vous devez vous créer votre garde personnelle parce que c'est l'endroit où on tue. C'est l'endroit où on tue. Donc il faut vraiment créer. Il faut sécuriser la maison. Il faut sécuriser les moyens de communication. Il faut fabriquer les conditions dans lesquelles on va porter les dossiers secrets en dehors du système pour que si on tue l'un des acteurs, on puisse retrouver les éléments de preuve. Il faut des gens qui travaillent avec vous et qui soient eux-mêmes contrôlés. Donc que l'on contrôle les policiers locaux et que les policiers locaux contrôlent les policiers étrangers. J'ai tout vu. J'ai vu les tentatives de corruption d'un côté et de l'autre. Et puis, à partir de là, on peut commencer, avec une coopération judiciaire de qualité, à retrouver des mouvements. Ce qui se passe pour l'instant dans votre pays, mais pas seulement dans votre pays, dans l'ensemble de la région, on ne se donne pas les moyens suffisants
pour faire de la lutte contre la corruption la pièce centrale. C'est une guerre qu'il faut déclarer à la gangrène. Parce qu'une fois qu'on a l'argent, pour maintenir sa position d'argent, on tient des discours politiques qui sont des discours politiques qui clivent et qui eux-mêmes affaiblissent les États. Au lieu de participer à la construction économique, sociale, lutte pour l'éducation, en disant chaque être humain de la communauté résidente ou de la communauté nationale a droit à l'éducation, a droit à la santé, etc. On commence à cliver et à créer des divisions qui permettent à cette violence et à cette gangrène de se perpétuer. Donc c'est un débat, derrière le débat que l'on mène aujourd'hui, qui est finalement une pierre dans un édifice, c'est un combat à 10 ans ou à 15 ans pour changer complètement une structure d'appareil d'État et lui donner les moyens de mener une politique qui a du sens. Et ça me dépasse. Moi, je suis un homme de droit, tout ce qui concerne le droit. Et je pense que j'ai pu avancer dans votre pays et dans d'autres pays parce que je me suis contenté de faire du droit. Je ne veux pas sortir de la loi. Ça, il faut bien me comprendre. Même s'il y a une dimension politique au combat qu'on mène, j'ai plaidé un dossier au Burundi où il y avait des détournements de fonds sur les fonds qui étaient mis à disposition en matière de paludisme. Voilà, c'était clair qu'il y avait une ligne politique qui s'offrait le bénéfice de ces fonds qui arrivaient, de cette manne. Mais derrière ça, il faut bien réfléchir et se rendre compte qu'on est dans un combat où il faut avoir l'intelligence du combat pour y arriver. On n'est qu'au début. Merci. Oui. On doit arrêter. Oui. De la conférence, nous sommes préférés l'interview en parallèle et vous poursuivez. Merci. Le nom du rapport, il y en a plusieurs. On va en parler. Il y en a plusieurs, je vais vous donner le nom. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs rapports. Donc, on va vous donner quelques pour que vous puissiez accéder. C'est des questions qui ne sont pas vraiment. Est-ce qu'il y a encore des questions, en fait? En tout cas, merci à tous d'être venus et puis d'être à l'écoute de ce combat. Donc on arrête la conférence de presse. Ça vous convient? Voilà, écoutez, je vous remercie tous vraiment d'être là et d'être à l'écoute. J'ai pas mal d'échos qui m'arrivent déjà de ceux qui suivent sur les réseaux. Et donc, voilà, je pense que c'est en fait un enjeu historique. Merci.